Bonjour, pour apprendre à reconnaître et étudier la matrice d'une rotation, étudions à l'exercice 14 la matrice RATP, qui est la matrice d'un endomorphisme F dans une base orthonormée directe IJK. À la mode parisienne d'abord, vous constatez à la lecture de la première colonne de cette matrice que l'image du vecteur I est J. À la lecture de la deuxième colonne, l'image du vecteur J est K. À la lecture de la troisième colonne, l'image du vecteur K est I. Il s'agit donc d'une application linéaire qui transforme le vecteur I en le vecteur J en le vecteur K et le vecteur K en le vecteur I. Vous reconnaissez sur la figure une rotation autour d'un axe porté par le vecteur de coordonnées 1, 1, 1, c'est-à-dire le vecteur I plus J plus K, et d'angle θ égale 2π/3, car au bout de 3 rotations d'angle 2π/3, le tourniquet aura fait un tour. Il s'agit du tourniquet de la RATP. Mais, me direz-vous, si F est bel et bien une rotation, pourquoi diable la matrice RATP n'affecte-t-elle pas la forme prévue pour une matrice de rotation à la proposition 12? C'est que, vous répondrai-je, à la proposition 12, la matrice F est écrite dans une base UVW adaptée à cette rotation. Le troisième vecteur W porte l'axe de rotation. Les deux autres vecteurs U et V dirigent le plan orthogonal à l'axe de la rotation. Alors que dans l'exercice 14, les vecteurs I, J et K ne sont pas adaptés à la rotation, puisque l'axe de rotation est lui porté par le vecteur I plus J plus K. Comment dès lors, si l'on n'est pas parisien, reconnaître en la RATP une matrice de rotation, en utilisant la méthode 13 ci-dessus? Première étape, F est une rotation si et seulement si les colonnes de la matrice RATP forment une base orthonormée directe. Pour le vérifier, il s'agit de constater que oui, la colonne C1 est bel et bien normée, car sa norme vaut racine de 0 au carré plus 1 au carré plus 0 au carré. De même, la colonne C2 est normée. Les deux premières colonnes sont orthogonales, car leur produit scalaire vaut 0 fois 0 plus 1 fois 0 plus 0 fois 1. Enfin, le produit vectoriel des deux premières colonnes s'écrit et est égal, après calcul, à la colonne plus C3. Donc, méthode 13, les colonnes C1, C2 et C3 formant une base orthonormée et directe, la matrice RATP est bien la matrice d'une rotation. Comment ensuite déterminer l'axe de cette rotation? Géométriquement, un vecteur dirige l'axe de rotation si et seulement si ce vecteur ne tourne pas. Autrement dit, dans la méthode 13,
un vecteur dirige l'axe de rotation si et seulement si il est invariant. Autrement dit, si et seulement si c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. En d'autres termes, l'axe de rotation est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 de l'application f. À regarder la matrice RATP, vous constatez que la somme des éléments de chaque ligne vaut 1, et vous savez donc d'expérience que le vecteur de coordonnées 1, 1, 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Cela signifie que ce vecteur ne tourne pas Autrement dit, c'est un vecteur directeur de l'axe de rotation. Donc, l'axe de la rotation F est vect de W. Nous avons ainsi retrouvé le même vecteur que par la méthode parisienne. Comment calculer ensuite l'angle de cette rotation? La matrice serait-elle écrite dans une base adaptée? La proposition 12 nous dirait que l'angle θ apparaîtrait ici dans sa matrice et que par conséquent la trace de la matrice vaudrait 1 plus 2 cosinus θ. Certes, la matrice RATP n'est pas écrite dans une base adaptée, elle ne s'en déduit pas moins de l'autre matrice par un changement de base. La trace étant invariante par changement de base, on en déduit que la trace de la matrice RATP est elle aussi égale à 1 plus 2 cos θ. Or, la trace de la matrice RATP vaut 0 plus 0 plus 0, d'où cosinus θ est égal à moins 1/2. L'angle de cette rotation vaut donc plus ou moins 2π/3. Pour déterminer le signe de cet angle, il nous reste à achever la méthode 13. Pour ce faire, choisissons un vecteur U non nul orthogonal à l'axe de rotation. Cet axe est porté par le vecteur 1, 1, 1. On peut donc choisir U égale 1, moins 1, 0. Effectivement, le produit scalaire entre U et W vaut 1 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois 1. Il est bien nul. Puis, calculons l'image f de U, c'est-à-dire appliquons à U la rotation f d'angle θ autour de l'axe dirigé par W.
les coordonnées de f de u s'obtiennent en multipliant les coordonnées de u par la matrice de la rotation. Petit calcul, vous obtenez que f de u est le vecteur 0i plus 1j moins 1k. Calculons maintenant le produit vectoriel du vecteur u et de son image f de u. Graphiquement, d'abord, si θ est positif, alors, règle de la main droite ou du tire-bouchon, le produit vectoriel des vecteurs u et f de u sera dirigé dans le même sens que w. Alors que si θ est négatif, ce produit vectoriel sera dirigé dans le sens opposé à w. Que décide le calcul? Le produit vectoriel de u et de f de u est le suivant. Petit calcul, vous trouvez plus 1, plus 1, plus 1, à comparer avec le vecteur W, où vous constatez que le produit vectoriel U vectoriel f de U a le même sens que le vecteur W, d'où θ est positif. Donc, θ qui était égal à plus ou moins 2π sur 3 est en fait égal à 2π sur 3, où vous retrouvez ainsi l'angle précédemment trouvé par la méthode parisienne.